barbe. Il nous torture et semble s'étirer à l'infini. L'ennui. Un sentiment qu'on cherche à fuir par tous les moyens. Et ce, quitte à faire n'importe quoi. Mais l'ennui est-il vraiment fait pour ça? L'ennui est un mécanisme inscrit dans l'évolution. Et celle-ci sait ce qu'elle fait. Après tout, c'est elle qui a assuré notre survie au fil des siècles. Cela voudrait-il dire que l'ennui a aussi du bon? Et si on s'était complètement trompé à son sujet? L'ennui, c'est le désir de désirer. Il est là pour nous inciter à passer à l'action. À quoi sert vraiment l'ennui? En avons-nous besoin? Ou vaut-il mieux tout faire pour s'en débarrasser? Nos journées sont souvent bien remplies. Entre le travail, la famille, les loisirs et les amis, il ne reste guère de place pour l'ennui. On fait souvent 1000 choses en même temps. Mais en réalité, on ne peut pas tout faire à 100%. Dans notre société, l'ennui a une connotation plutôt négative. Donc, on n'a pas envie de ressentir de l'ennui. Être débordé nous confère un certain statut et nous donne de l'importance. L'ennui a mauvaise réputation. Pas étonnant que beaucoup se disent « je n'ai pas le temps de m'ennuyer ». Je ne souhaite pas remettre en cause ce que les gens disent, mais c'est une phrase qu'on entend très souvent et qu'il faut parfois nuancer quand on regarde de plus près ce qu'est réellement l'ennui. On a tendance à croire que s'ennuyer, c'est avoir trop de temps. Mais si je dois répondre à 400 mails qui se ressemblent tous, je suis clairement débordé. Et pourtant, je trouve ça profondément ennuyeux. Ce que l'on confond le plus souvent avec l'ennui, c'est la paresse. Comme si le monde regorgeait de choses à faire et qu'il suffisait de s'y mettre. Mais l'ennui, ce n'est pas de la paresse. Karl Lagerfeld allait même encore plus loin. Selon lui, l'ennui était un crime. Et quelqu'un qui s'ennuie est tout simplement con. Si vous allez à une soirée et que vous dites à quelqu'un que vous vous ennuyez dans la vie, vous risquez de le déstabiliser. Car aujourd'hui, c'est valorisant d'être débordé et de ne jamais s'ennuyer. Mais selon moi, il n'existe aucune personne au monde qui ne s'ennuie jamais. Nous vous avons demandé de nous raconter vos expériences les plus ennuyeuses. Et voici quelques perles. J'ai travaillé dans une usine de production de boules de graisse pour mes anges. Ma mission consistait à vérifier que les filets autour des boules étaient bien séparés. Si 2 d'entre elles restaient collées, elles bloquaient tout le système de comptage et la machine s'arrêtait. 6 boules par seconde sortaient de ce monstre mécanique. Ce furent, selon moi, les 8 heures les plus ennuyeuses de toute ma vie. De la 4e à la seconde, les cours de maths étaient d'un ennui mortel. Mon prof était nul et j'ai passé 3 ans à observer le prunier pousser derrière la fenêtre. J'ai assisté à 3 heures de spectacle de danse classique pour enfants. Des groupes de fillettes se succédaient en répétant toujours les mêmes mouvements sur la même musique, la plupart du temps en position assise. L'ennui est un sentiment très personnel. Ce qui passionne les uns peut très bien barber les autres. Mais alors, comment analyser un ressenti aussi subjectif ? On peut ennuyer des personnes de 1000 façons. Je ne devrais pas sourire autant. On peut leur demander de recopier des informations à propos de béton, ou de retranscrire des numéros de téléphone à partir d'un annuaire, ou encore leur faire faire des gestes répétitifs, comme enfoncer des tiges dans une plaque encore et encore. Il existe vraiment 1000 manières d'ennuyer quelqu'un. Ce n'est pas bien compliqué. Voici un grand classique des recherches sur l'ennui. Une vidéo montrant 2 hommes étendre du linge. C'est assez pénible à regarder, car ça n'en finit pas et on est obligé de visionner la vidéo jusqu'au bout.
Et plus on regarde, plus c'est difficile à supporter. Mais quel effet a l'ennui sur nous? Il est difficile d'étudier l'ennui de façon expérimentale, car c'est un sentiment subjectif, comme le bonheur ou la tristesse. Il s'agit de ressentis propres à chaque individu. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est de demander à quel point vous sentez-vous heureux, ou à quel point vous ennuyez-vous. Mais cela pose aussi un certain nombre de problèmes. Tout commence avec le langage. La façon dont on exprime ce qu'on ressent est propre à chacun, et manque souvent de précision. Le problème de l'ennui, c'est qu'il est très éphémère. Quand on s'ennuie, on réagit souvent très vite par de la frustration, de la fatigue, voire de l'épuisement. Les réactions sont multiples, et il est parfois difficile de les distinguer de l'ennui lui-même. Lors de différentes expériences, des chercheurs tentent de saisir le moment précis où l'ennui commence à s'installer. Et si notre corps était le premier à en donner le signal? Des mains moites qui modifient l'activité électrodermale, une respiration qui change, un rythme cardiaque qui s'accélère ou ralentit. Des centaines de données sont enregistrées chaque seconde pour capter la moindre réaction, même la plus fugace. Nous observons dans quelle mesure des mains moites peuvent indiquer ou prédire un état d'ennui. Ce qui rend cette recherche passionnante, c'est qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Et c'est justement ça qui est stimulant. Pour l'heure, aucune signature physiologique n'a pu être clairement définie. On ne sait pas encore avec certitude si et comment le corps annonce l'ennui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous le ressentons bel et bien. L'un des plus grands défis de la recherche sur l'ennui, c'est de comprendre comment il se manifeste dans le corps. Les chercheurs ont demandé aux participants d'indiquer sur leur corps les zones où ils ressentent certaines émotions. La plupart d'entre eux situent par exemple le bonheur dans la tête et le haut du corps, la peur dans la poitrine et la honte au niveau du visage. Mais où ressent-on l'ennui? Certaines personnes disent ressentir l'ennui dans leurs mains ou dans leurs pieds, d'autres plutôt au niveau de la tête. D'autres encore affirment le ressentir ailleurs dans le corps, ce qui prouve bien que cette expérience varie d'un individu à l'autre. Lorsqu'on fait la moyenne de tous ces éléments, on n'est pas plus avancé. Mais ce que cette étude révèle avant tout, c'est qu'il est vraiment difficile de percevoir précisément ce qui se passe dans le corps quand on s'ennuie. On a beaucoup de mal à cerner ce sentiment. L'ennui semble manifestement soulever plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Essayons tout de même d'en proposer une définition. L'ennui pourrait se définir comme un état dans lequel notre cerveau réalise que nous n'utilisons pas nos ressources de manière adéquate. Ce que nous sommes en train de faire ne nous convient pas, et il vaudrait mieux passer à autre chose. L'ennui, c'est le désir d'interagir avec le monde sans y parvenir. On aimerait accomplir quelque chose qui ait du sens à nos yeux et qui nous donne l'impression de maîtriser les objectifs qu'on poursuit. On se retrouve face à un vrai dilemme. On veut se lancer dans quelque chose, mais on n'y arrive pas. L'ennui serait donc une sorte de mini-crise existentielle. Il s'accompagne d'un sentiment d'inutilité, d'où notre impression de ne servir à rien. Et c'est précisément pour cette raison que l'ennui nous semble si pénible. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle nous sommes parfois prêts à prendre des risques, rien que pour nous en débarrasser. Oh mon Dieu! Oula! Oh mon Dieu! Non, ne touchez à rien. Je l'ai juste éteint. Ce à quoi nous sommes prêts pour échapper au sentiment oppressant de l'ennui a même étonné les chercheurs, comme le montre l'expérience suivante. Des étudiants ont passé 15 minutes dans une pièce vide où se trouvait uniquement une chaise et un appareil leur permettant de s'infliger des décharges électriques. J'ose pas. Tout le monde ne l'a pas fait, et certains ont eu la même réaction que moi. En effet, mais 67% des hommes et 25% des femmes n'ont pas supporté l'ennui et sont allés jusqu'à s'administrer une ou plusieurs décharges électriques. Un participant s'est infligé 196 décharges en l'espace de 15 minutes. Pour moi, cela montre que par défaut, notre organisme, et je pense que c'est aussi le cas pour les animaux, n'est pas fait pour l'oisiveté. On a besoin d'agir, d'interagir avec le monde.
Et quand on nous contraint à l'inaction, on cherche coûte que coûte à en sortir, quitte à se faire du mal. J'aimerais bien essayer, juste par curiosité. Ok. L'ennui semble révéler en nous certains aspects intéressants. Une étude menée en 2008 a montré que les personnes qui s'ennuient ont davantage tendance à conduire de façon agressive et imprudente. En 2016, des recherches menées en Irlande ont démontré que l'ennui rend les individus plus enclins à adopter des positions politiques extrêmes et à se radicaliser plus facilement. La radicalisation peut être favorisée par un sentiment d'ennui profond qui nous pousse à réagir. Et justement, certains groupes de personnes promettent de passer à l'action. Il se peut donc que vous soyez tranquillement assis sur votre canapé, rongé par l'ennui, en train de vous demander ce que vous allez bien pouvoir faire de votre vie, et que vous entriez soudain en contact avec une personne charismatique qui vous lance « Rejoins-nous, avec nous, tu ne vas pas t'ennuyer ». Vous allez participer à une action spectaculaire, certes dysfonctionnelle, mais qui vous vaudra beaucoup de reconnaissance et d'éloges. Et en un rien de temps, vous voilà intégré dans un groupe radicalisé dont il sera très difficile de se détacher. Si l'ennui peut nous pousser à des choses aussi extrêmes, on a donc bien toutes les raisons de le détester, non ? Ce que je dirais sur l'ennui, c'est qu'il n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement un signal. Il indique juste que ce qu'on est en train de faire n'est pas assez stimulant et ne nous satisfait pas. Ce que l'on décide d'en faire ne dépend que de nous. Si l'ennui n'est qu'un signal et que tout dépend de la façon dont on y réagit, cela ne veut-il pas dire aussi que c'est à nous de décider si et à quelle vitesse on s'ennuie ? Plusieurs traits de caractère rendent certaines personnes plus sujettes à l'ennui que d'autres. L'un des plus importants, c'est en tout cas ce qui ressort de différentes recherches, c'est la capacité de s'autoréguler. Autrement dit, la faculté de mobiliser ses pensées, ses actions et ses émotions dans le but d'atteindre ses objectifs. Ce que nous avons constaté, c'est que les personnes sujettes à l'ennui ont souvent des difficultés à se réguler. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi certains s'ennuient beaucoup plus facilement ou plus difficilement que d'autres. Nous commençons donc lentement à percer le mystère de l'ennui, car certaines aires bien précises du cerveau sont responsables de l'autocontrôle. Et si c'était là que se cachait la clé de l'ennui ? Le cerveau est un système extrêmement dynamique qui est sans cesse actif. Que l'on soit éveillé, endormi, il y a toujours de l'activité dans notre cerveau. Notre cerveau ne fonctionne pas toujours de la même façon. Selon que l'on dort, que l'on se concentre ou que l'on s'ennuie, il active différents circuits. Dans ce dernier cas, ce sont des régions cérébrales très précises qui s'activent, celles du fameux réseau du mode par défaut. Vous allez avoir des régions, par exemple, du cortex préfrontal qui sont en général associées à ce qu'on appelle le contrôle exécutif, c'est-à-dire le pouvoir qu'on a d'orienter nos pensées dans une direction donnée. Et cette activation préfrontale qui survient quand on s'ennuie montre que l'ennui, en fait, est un état relativement actif qui a été interprété comme un état exploratoire où on va essayer précisément de sortir de l'ennui en essayant de penser à autre chose, de faire autre chose de son activité mentale pour éviter le sentiment négatif associé à l'ennui. Notre cerveau essaye donc de lui-même de mettre fin à cet état d'ennui. Mais chez les enfants et les adolescents, le cerveau n'est pas encore complètement mature. Est-ce pour cela qu'ils s'ennuient aussi souvent ? Ça peut être dû au cerveau des enfants et des adolescents qui a des capacités attentionnelles moins développées du fait d'une maturation plus lente des aires cérébrales, notamment du cortex préfrontal, qui aide à canaliser notre attention. Donc quand on est enfant, adolescent, on a un peu plus de mal à canaliser cette attention sur des longues périodes de temps. On va avoir plus facilement tendance à avoir un esprit qui vagabonde, et cela peut mener à l'ennui. Ok, mais est-ce uniquement la faute du cerveau si les enfants et les adolescents s'ennuient et finissent par faire des bêtises ?
souvent aux enfants ce qu'ils doivent faire. Cela peut engendrer du coup une insatisfaction par rapport à ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils aimeraient faire. Et la frustration par rapport à cette imposition peut entraîner de l'ennui. Les règles et autres consignes peuvent, en toute logique, sembler rébarbatives. Mais est-ce aussi le cas pour les adultes? La pandémie l'a bien montré. Certains ont mieux vécu le confinement que d'autres. Dans le cadre d'une enquête mondiale en ligne, plus de 55 000 personnes ont été interrogées sur leur consommation d'alcool et de drogue pendant le confinement. Résultat, 40% ont déclaré avoir bu ou fumé davantage. Et 30% ont commencé à boire dès le matin. Était-ce là une façon d'échapper à l'ennui? On sait depuis longtemps que les personnes sujettes à l'ennui ont tendance à consommer de l'alcool et des drogues de manière excessive. Il existe également un lien entre ennui et addiction au jeu, en particulier aux machines à sous qui captent très efficacement l'attention, mais qui sont loin d'être inoffensives sur le long terme. Plus récemment, on a aussi découvert que cette propension à l'ennui était aussi liée à une utilisation problématique du smartphone. Autrement dit, une tendance à consulter son téléphone ou les réseaux sociaux de manière quasi addictive. Si c'est si difficile d'échapper à l'ennui, comment font celles et ceux qui l'étudient au quotidien? Quand je m'ennuie, je me mets à faire les 100 pas. Je cherche quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit. En général, j'attrape ma guitare et ça fonctionne dans 80% des cas. Je vais faire un tour. J'essaie de faire de l'ennui quelque chose d'utile, mais ça ne marche pas à tous les coups. Personnellement, je vais utiliser mon vagabondage mental pour penser à des choses plus plaisantes. Je fais une pause, je vais me chercher un café, j'appelle mon fils, j'achète des sucreries. Pour résumer, l'ennui peut vraiment nous faire dérailler. On transgresse les règles, on devient agressif, on prend des risques inutiles, quitte à mettre notre santé en péril. Sans compter que l'ennui est tellement désagréable qu'on a vraiment du mal à le supporter. Alors, à quoi peut-il bien servir? L'ennui, c'est ce petit signal intérieur qui nous dit « il est temps de faire autre chose ». Et cette fonction est essentielle pour nous. Elle nous pousse à apprendre, à avancer et à reconnaître les situations qui ne nous conviennent pas. L'ennui nous pousse à agir pour améliorer notre situation. Dit comme ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais pourquoi faut-il que ce soit aussi pénible? L'ennui est justement fait pour ça. S'il ne provoquait pas ce malaise, on aurait du mal à sortir de cette impasse. C'est parce qu'il est désagréable qu'il nous fait avancer. Autrement dit, ce n'est pas un défaut de l'ennui, c'est le cœur même de sa fonction. Ok, ça se tient. Mais dans bien des cas, on ne peut pas ou on n'a pas le droit de faire autre chose. Et quand la tâche qu'on nous impose ne nous intéresse pas le moins du monde, en quoi l'ennui peut-il nous être utile? Dans ce genre de situation, où l'on n'a pas d'autre choix, il y a plusieurs façons de voir les choses autrement. On peut se dire par exemple, « Bon, ce cours n'est pas passionnant, mais j'ai besoin de cette note. Alors je prends sur moi, je me concentre parce que cette évaluation est importante pour mon diplôme et donc pour mon avenir. » Mais qu'en est-il par exemple du travail à la chaîne, souvent très répétitif? Ce sont justement les ouvriers de ce type d'industrie qui ont été les premiers à être étudiés par des psychologues sur leur rapport à l'ennui. Les patrons d'usines craignaient que cette monotonie puisse être à l'origine d'accidents. Mais à leur grande surprise, les chercheurs ont découvert que celles et ceux qui donnaient du sens à leur travail se protégeaient de l'ennui. Vous vous souvenez de la personne chargée de contrôler des boules de graisse pour Mésange? Pour échapper à l'ennui, elle a trouvé une façon plutôt originale de s'occuper l'esprit. Une boule de graisse pèse entre 86 et 92 grammes. Je me suis demandé combien de tonnes les oiseaux en consomment et quelle quantité se retrouve ensuite sous forme d'excréments. Un véritable bombardement.
C'était pratiquement une usine à bombes de fientes. Ces élèves aussi ont trouvé une parade. Pendant un cours ennuyeux, ils se sont mis à imaginer qu'ils quittaient la classe pour exécuter une chorégraphie avec des parapluies. L'ennui semble donc aussi stimuler notre créativité. Mais que se passe-t-il exactement dans notre cerveau? Thomas Andrion a trouvé une réponse, non pas en laboratoire, mais lors d'un tour du monde. Et ce, d'une manière plutôt désagréable. Sur une route parfaitement droite, au beau milieu de la pampa sud-américaine, il a soudain quitté la route et s'est retrouvé la tête en bas, dans sa voiture retournée sur le bas-côté. Une des raisons de cet accident, c'était l'ennui. Tout simplement, la route était ennuyeuse. Et donc, j'ai commencé à penser à tout un tas de choses pour m'échapper à cet ennui, pour avoir quelque chose de plus intéressant à faire. Le problème de faire ça, c'est que, vu que c'était si intéressant que ça, j'ai commencé à complètement oublier le monde qui m'entourait. Le cas de Thomas illustre parfaitement ce que cette expérience cherche à prouver. Dès que la participante commence à s'ennuyer, elle n'arrive plus à se concentrer. Et comme les chercheurs l'avaient prédit, sa pupille se dilate. Un signe que son esprit s'évade et qu'elle se perd dans ses pensées. Quand on pense à des choses qui ne sont pas forcément en lien avec notre environnement direct ou avec ce qu'on est en train de faire, on va appeler ça du vagabondage mental. Quand on s'ennuie, on peut orienter ses pensées ailleurs. Ou du moins, le cerveau s'en charge à notre place. Notre esprit s'égare sans but précis et de manière incontrôlée. C'est une dynamique cérébrale qui est extrêmement complexe, extrêmement rapide. On peut penser à notre travail et puis on saute directement à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, comme les courses qu'on doit faire. On peut aussi se poser des questions plus existentielles sur nous, les autres, pourquoi on est en train de penser autant à autant de choses. Et au fur et à mesure que se développe ce flux de pensée, très dynamique, très complexe, on peut arriver comme ça à des constructions mentales très originales, quelque chose qu'on ne serait jamais arrivé à obtenir si on avait réfléchi logiquement, rationnellement. Une sorte d'éclair de génie, en somme. On raconte qu'en 1687, Isaac Newton s'ennuyait sous un pommier. Lorsqu'une pomme lui tombe sur la tête, il se met à réfléchir et finit par formuler sa théorie de la gravitation universelle. En 1902, Albert Einstein, alors employé à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, s'ennuie en classant des dossiers. Son esprit aussi se serait évadé, jetant les bases de ses futures théories. C'est le côté, on va dire, magnifique de notre cerveau, c'est que de temps en temps, on peut être plus intelligent que soi-même, dans le sens où notre cerveau fait des choses qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas réfléchi, et qui pour autant sont notre cerveau, c'est toujours nous, mais pas forcément nous dans ce qu'on contrôle ou ce qu'on aimerait pouvoir contrôler, qui peut nous amener des fois aux plus bêtes découvertes, que ce soit en sciences ou dans notre vie personnelle. Ce qui ne fonctionne pas, en revanche, c'est de chercher à provoquer l'ennui dans l'espoir d'avoir une idée lumineuse. Au contraire, l'ennui peut entraîner des réactions totalement inattendues. Ce fut notamment le cas à Paris, où des chercheurs ont constaté que les participants à une étude semblaient sombrer dans le sommeil. En effet, dans un cerveau éveillé, des ondes caractéristiques du sommeil sont soudain apparues. Quand vous avez des régions plus vers l'avant du cerveau qui se mettent en ligne, qui sont impliquées dans ce qu'on appelle le contrôle exécutif, c'est-à-dire notre capacité à bien surveiller et adapter nos réponses, quand ces régions-là sont inactivées, vous avez des individus qui vont tendance à être impulsifs. C'est-à-dire qu'ils vont répondre trop rapidement, ils vont penser à trop de choses en même temps. Quand vous avez d'autres régions cérébrales, notamment au niveau des aires sensorielles qui s'inactivent, vous allez tendance à avoir des gens qui font plus des blancs, c'est-à-dire qu'ils manquent des informations dans leur environnement, parce que tout simplement, ils ne traitent pas les informations qui leur parviennent de leur sens. Au quotidien, on se déconnecte rarement de la réalité. Au contraire, on réagit très vite en se distrayant pour ne pas laisser place à l'ennui. Autrement dit, au lieu de faire une pause, on pousse notre cerveau à chercher de nouveaux stimuli.
Imaginez que votre cerveau soit une cuisine, que j'appellerais cuisine cognitive. Tout ce qu'on voit et qu'on entend au quotidien, les heures qu'on passe sur son téléphone ou toutes les activités que nous faisons, c'est un peu comme remplir les placards de cette cuisine. Chaque message sur les réseaux sociaux est un nouvel achat qu'on range dans cette cuisine cognitive. À force d'accumuler des provisions, la cuisine est pleine à craquer et on finit par perdre le fil. L'ennui, c'est le moment où la porte de la cuisine cognitive se ferme. Plus aucun stimulus n'y entre. Et on commence enfin à ranger ses courses dans les placards. Mais si on ne fait jamais de pause, la porte de cette cuisine cognitive ne se ferme pas. Et le désordre reste. Peut-être la raison pour laquelle on se sent parfois dépassé ou agité sans vraiment savoir pourquoi. On a l'impression d'oublier plein de choses, comme si nos pensées se perdaient dans tout ce chaos. L'ennui pourrait être une réaction naturelle et saine du cerveau. Il est peut-être là parce que, tout simplement, notre cerveau n'a pas besoin de fonctionner au maximum de ses capacités tout le temps. Ou que, si on le faisait, on utiliserait trop d'énergie. Donc, de temps en temps, on a besoin, comme ça, de moments un peu de pause pour économiser nos ressources. L'ennui peut vraiment nous faire du bien. Il permet à notre cerveau de se détendre et de faire un peu le ménage. Parfois, il suffit juste de savourer un moment de calme qui nous permet enfin de souffler. Mon plaidoyer en faveur de l'ennui, c'est que chacun d'entre nous devrait apprendre à le laisser venir, mais à petite dose. Cela nous permettrait de choisir consciemment ce qu'on veut faire ensuite, au lieu d'agir sur un coup de tête ou dans la précipitation. De quoi prendre un peu de recul, de nous demander ce qu'on fait réellement de nos journées et réfléchir à nos objectifs de vie. Bref, apprendre à gérer l'ennui de manière utile et constructive. Mais cela n'est possible que si l'on accepte de le supporter à petite dose. En revanche, je déconseille fortement de laisser s'installer un ennui chronique. Car l'ennui chronique peut rendre malade. Ne pas trouver de sens à sa vie est souvent associé à l'anxiété, la dépression ou à un stress permanent. Des chercheurs britanniques se sont penchés sur le lien entre ennui au travail et taux de mortalité. Résultat, plus l'ennui est intense, plus le risque de mourir d'une maladie cardiaque augmente. On a toutefois constaté qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. La mortalité observée au sein du groupe étudié pourrait aussi s'expliquer par son mode de vie très sédentaire. Mais selon moi, il est tout à fait plausible que vivre un ennui chronique, ce qui est une expérience stressante et désagréable, ait un impact réel sur la santé mentale comme physique. En résumé, une surdose d'ennui peut être nuisible à bien des égards. Mais ces moments d'ennui passager, quand on attend quelque chose ou qu'on accomplit une tâche monotone mais utile, sont autant d'occasions qu'on peut mettre à profit. Apprendre à écouter l'ennui peut vraiment nous aider à mieux vivre. Et dans ce cas, il aura pleinement accompli sa mission.